Bienvenue dans une nouvelle séance de développement des compétences nécessaires au traitement d'un sujet de géologie de type baccalauréat. Pour cela, on va prendre comme exemple traitement d'un sujet qui a été posé en bac 2011 sur la formation des chaînes de subduction. Vous avez devant vous l'intégralité du sujet à traiter et c'est un sujet qui respecte dans sa globalité un modèle type d'un sujet de baccalauréat. Comme vous le savez toujours, et qu'on le répète à chaque fois qu'on est en train de traiter un exercice de baccalauréat, que chaque sujet de baccalauréat, on peut le décomposer en deux parties. La première partie, c'est celle qui est encadrée en rouge, et c'est une partie qui nous donne des informations générales, qui nous met dans le contexte de la problématique ou du sujet à traiter lors de cet exercice. La deuxième partie, celle est encadrée en vert et c'est une multitude de documents sous différentes formes. On peut trouver des documents sous forme de cartes, d'illustrations, de graphes, données expérimentales et on peut citer d'autres. Et ce sont ces documents-là qui nous fournissent les informations qui peuvent nous aider à résoudre la problématique qui a été posée lors de la première partie. La première partie, sous forme d'introduction générale, est constituée de deux sous-parties. La première sous-partie, qu'on nomme des informations générales, présente des données sur le sujet à traiter ou la problématique à débattre. La chaîne des ondes se situe le long de la marge ouest du continent sud-américain. Cette marge est le siège d'une grande activité géologique. Et donc, le sujet essentiel sont les activités géologiques qui caractérisent la chaîne des ondes. La deuxième sous-partie, c'est une unité où l'objectif à atteindre est bien défini, afin d'étudier quelques-unes de ces activités et leur relation avec la formation de la chaîne des ondes. C'est l'objectif à atteindre en fin d'exploitation des différents documents représentés dans la deuxième partie. La deuxième partie est une partie qui est formée de plusieurs documents. Chaque document nous fournit des données dont l'exploitation peut nous rapprocher de plus en plus vers notre objectif à atteindre. Un objectif qu'on est tous capables d'atteindre à condition de bien utiliser les compétences développées et de bien utiliser nos connaissances acquises. Chaque document, comme vous voyez par exemple sur le document 1, il est formé d'une présentation de document qui nous donne le lieu, les conditions de réalisation d'une étude donnée. Par exemple ici, c'est l'étude des caractéristiques géophysiques et structurales de la zone des chaînes des ondes. Et une autre partie qui résume, qui est sous forme de carte et qui résume les différents résultats qu'on a pu obtenir à partir de cette étude. Aux documents sont associées toujours des questions. Dans chaque question, je dois repérer ce qu'on appelle les verbes d'action. C'est-à-dire que je dois chercher dans le document ce qu'on nous demande de faire. Si on prend par exemple la première question, à partir de l'exploitation des données du document 1, montrer que la marge ouest de l'Amérique du Sud représente une zone de subduction en déterminant la plaque chevauchante et la plaque subductante. Le verbe d'action dans cette question est le verbe en rouge, montrer. Pour montrer, je dois construire un raisonnement à partir des informations fournies par le document, des informations dont on a besoin pour trouver une réponse ou pour trouver la réponse. Donc, bien étudier le document, en extraire les informations dont on a besoin et mettre en relation ces informations pour en déduire une réponse à la question posée.
Commençons tout d'abord par l'exploitation des données du document 1. Le document 1, comme vous voyez, il est sous forme d'une carte qui représente, si vous voulez, la limite entre deux plaques, une plaque Nazca et une plaque d'Amérique du Sud, c'est-à-dire la limite entre deux types de lithosphères, une lithosphère océanique qui appartient à la plaque de Nazca et une lithosphère continentale qui appartient à la plaque d'Amérique du Sud. Et quelques caractéristiques géophysiques et structurales de cette zone. Pour pouvoir analyser une carte, on doit toujours se référer à la légende. Prenons par exemple un des points qui figurent sur la légende, les volcans, et qui sont entourés en rouge. Cette région, donc, elle est caractérisée par la présence d'une activité volcanique très importante, avec la présence de plusieurs volcans qui sont répartis le long de la chaîne. Donc, une des premières caractéristiques de cette zone, c'est la présence d'une activité volcanique importante. La deuxième caractéristique de cette région, c'est la présence d'une fosse océanique qui est entourée en pointillés en noir. Et comme on voit sur la carte, elle est étalée le long de la marge est de la plaque de l'Amérique du Sud et qui est parallèle à la chaîne de montagnes. La troisième caractéristique de cette partie des ondes est la présence de foyers sismiques, c'est-à-dire la présence d'une activité sismique très importante. Et elle est représentée au niveau de la carte par des courbes d'isoprofondeur des foyers sismiques. Une courbe d'isoprofondeur des foyers sismiques, c'est une courbe qui représente ou qui regroupe tous les foyers sismiques qui se situent à une même profondeur. Une analyse de la profondeur de ces différents groupes montre que lorsqu'on s'éloigne de la fosse océanique vers l'ouest et vers l'intérieur de la plaque d'Amérique du Sud, on remarque qu'il y a une augmentation de la profondeur de ces foyers sismiques de 150 km à 600 km. Et donc la troisième caractéristique essentielle de cette partie des Andes est la présence d'une activité sismique importante. La dernière caractéristique qu'on peut extraire à partir de l'exploitation de ce document est en utilisant les flèches de déplacement des deux plaques, la plaque Nazca et la plaque d'Amérique du Sud, ces deux flèches qui sont entourées en orange et qui nous montrent que les deux plaques, que ce soit la plaque Nazca ou la plaque d'Amérique du Sud, se déplacent en deux sens opposés, avec des vitesses qui sont différentes, qui sont variées, une plus grande et plus importante au niveau de la plaque Nazca, de 77 mm par an, et une plus faible au niveau de la plaque d'Amérique du Sud, qui est égale à 1,7 mm par an. Donc la première étape de la construction de notre raisonnement est terminée, et c'est l'étape où on a pu extraire toutes les informations fournies par le document 1 qui sont en relation avec la question posée. Donc je vois que au niveau de la région des Andes, présence d'une fosse océanique qui est une zone très profonde parallèle à la chaîne, des volcans répartis le long de la chaîne des Andes, une activité sismique importante caractérisée par la présence de foyers sismiques dont la profondeur devient de plus en plus grande lorsqu'on s'éloigne de la fosse océanique vers l'intérieur de la plaque de l'Amérique du Sud, et le sens de déplacement des deux plaques dans deux sens opposés. La deuxième étape dans la construction de mon raisonnement est l'utilisation de mes connaissances acquises. Je sais que. Et donc je sais que la lithosphère océanique converge vers une lithosphère continentale, puisque les deux plaques se déplacent dans deux sens opposés. Je sais aussi que les différentes caractéristiques que j'ai pu extraire
lors de la première étape de mon raisonnement, ce ne sont que des marqueurs de la subduction. Et donc, la lithosphère océanique converge vers une lithosphère continentale, qui est une zone de rapprochement, avec présence de marqueurs de subduction, qui ne sont que les différentes caractéristiques qu'on a pu extraire à partir du document 1. On arrive à la dernière étape de notre raisonnement. Après les informations fournies par le document, après l'utilisation de nos connaissances acquises et la mise en relation de ces différentes données, on peut conclure, donc je peux en déduire, que la zone des Andes est une zone de subduction où il y a rapprochement de deux plaques, une plaque Nazca et une plaque de l'Amérique du Sud. Une plaque chevauchante est celle où on enregistre la présence des marqueurs de la subduction, représentée par la plaque d'Amérique du Sud, et une plaque subduite euh, représentée par la plaque Nazca. Passons maintenant au document 2. Les chercheurs se sont mis d'accord que le magma caractérisant l'activité volcanique des zones de subduction résulte de la fusion partielle de la péridotite du manteau supérieur. Pour déterminer les arguments en faveur de cette déduction, on propose l'étude des documents 2 et 3. Le document 2, comme vous le voyez, il représente la localisation de la fusion partielle du manteau supérieur dans la zone de subduction. Le document 3 représente les conditions expérimentales de la fusion partielle de la péridotite du manteau supérieur. La deuxième question, à partir des données du document 3, comparer les résultats expérimentaux des figures A et B, en déduire les conditions de profondeur et de température nécessaires à la fusion partielle de la péridotite. La première des choses, c'est on doit chercher ce qu'on nous demande de faire en repérant les verbes d'action qui sont en nombre de 2, en rouge, comparer, en déduire. Donc pour comparer, c'est-à-dire qu'on a deux situations expérimentales. Une figure A, condition de fusion de la péridotitanite, c'est-à-dire en absence d'eau, et l'autre, au niveau de la figure B, condition de fusion de la péridotite hydratée, c'est-à-dire en présence d'eau. Donc on va comparer ces deux situations expérimentales. La figure A, condition de fusion partielle de la péridotite anhydre, ou la péridotite sec, c'est-à-dire en absence d'eau. Sur le graphe, on peut repérer trois courbes. Courbe 1, liquidus, qui permet le passage vers l'état liquide, c'est-à-dire elle représente les conditions d'une fusion totale, complète de la péridotite. La courbe 2, solidus, qui permet de passer d'un état solide à un état partiellement liquide ou partiellement solide. C'est-à-dire d'un état solide à un état solide plus liquide. Donc, solidus représente les conditions de la fusion partielle. Et le géotherme qui représente les variations de température et de pression de la péridotite en fonction de la profondeur. Donc la première des choses, c'est que la péridotite peut exister sous trois états différents: liquide, solide ou en partie solide et liquide. Nous observons aussi que le géotherme, qui est représenté par la courbe 3, ne croise jamais la courbe 2, qui représente les conditions de la fusion partielle ou les limites de fusion partielle de la péridotite. Donc, les deux courbes ne se croisent jamais, quelles que soient les conditions de température ou de pression où se trouve la péridotite. Et par conséquent, dans ces conditions normales, la péridotite ne peut jamais entrer en fusion. Pour la figure P, qui représente les conditions de fusion d'une péridotite hydratée, on a toujours les trois types de courbes: liquidus,
solidus et le géotherme. Mais la différence, c'est qu'en présence d'eau, le solidus humide, c'est-à-dire les conditions de fusion partielle de la péridotite en présence d'eau, comme vous voyez, il est décalé vers la gauche par rapport au solidus sec. Cela signifie qu'en présence d'eau, pour une même pression, la température de fusion de la péridotite est moins élevée qu'en absence d'eau. Comme vous remarquez aussi au niveau du graphe, que le solidus humide, il coupe le géotherme entre deux points qui sont représentés en rouge. Donc, entre 80 et 200 km de profondeur. C'est entre ces deux profondeurs que le géotherme dépasse le solidus et pénètre dans la zone solide plus liquide, et donc cette zone va être considérée comme zone optimale de fusion de la péridotite hydratée. Donc, après avoir déterminé la zone où la péridotite hydratée peut subir une fusion partielle, c'est la partie colorée en rouge au niveau du graphe. On peut passer à la deuxième partie de la question numéro 2, en déduire les conditions de profondeur et de température nécessaires à la fusion partielle de la température. Et donc, les conditions de profondeur, on les a déjà citées, c'est des profondeurs comprises entre 80 et 200 km. Alors que les conditions de température, on va faire juste une projection des deux points sur l'axe de la température et en déduire la condition température nécessaire à cette fusion partielle qui est comprise entre 750 degrés Celsius et 1200 degrés Celsius. Pour le document 2, les chercheurs se sont mis d'accord que le magma caractérisant l'activité volcanique des zones de subduction résulte de la fusion partielle de la péridotite du manteau supérieur. Pour déterminer les arguments en faveur de cette déduction, on propose l'étude des documents 2 et 3. Le document 2 représente la localisation de la fusion partielle du manteau supérieur dans la zone de subduction. Concernant le document 3, on l'a déjà étudié et traité et utilisé pour pouvoir répondre à la question numéro 2 et déduire, si vous voulez, les conditions de fusion partielle de la péridotite hydratée. Concernant la question posée en association avec le document 2, en utilisant les données du document 2, montrer que ces conditions sont présentes dans les zones de subduction. Premièrement, les conditions de fusion partielle de la péridotite hydratée sont une profondeur comprise entre 80 et 200 km et une température comprise entre 750 et 1200 degrés Celsius. Si on se réfère à la zone de fusion partielle illustrée sur le document 2, on remarque que cette zone de fusion partielle, elle se situe vers les 100 km, c'est-à-dire entre 80 et 100 km. Alors que la température qui règne dans cette zone-là, c'est une température qui est voisine à 1000 degrés Celsius et on la détermine à partir de la courbe d'isotherme. C'est une courbe qu'on l'a déjà définie, une courbe qui regroupe tous les points qui ont la même température. Et donc, si l'isotherme de 1000 degrés passe ou recoupe la zone de fusion partielle, c'est-à-dire que la température qui règne au niveau de la zone de fusion partielle illustrée sur le document 2 est de 1000 degrés Celsius. Donc, les conditions de fusion partielle de la péridotite hydratée
sont les conditions qui sont présentes au niveau de la zone de fusion partielle, une profondeur entre 80 et 100 km et une température de 1000 degrés Celsius. La dernière question, la quatrième, en se basant sur ces données et en utilisant vos informations à propos des conditions de refroidissement du magma formé, expliquez l'origine des roches magmatiques qui se forment. C'est une question où le verbe d'action est le verbe expliquer. C'est-à-dire qu'à partir des données qu'on a pu extraire à partir des différents documents précédents et en utilisant nos informations, nos connaissances acquises, on va essayer de comprendre l'origine des roches magmatiques qui se forment. D'après les données précédentes, toutes les conditions qui règnent au niveau de la zone de fusion partielle sont favorables à une fusion partielle de la péridotite hydratée, une température de 1000 degrés Celsius et une profondeur de 100 km. Le magma, comme on avait vu jusqu'à maintenant, il provient de la fusion partielle des péridotites du manteau de la plaque chevauchante. Mais malgré la présence des conditions de fusion partielle qu'on a déjà définies, telles que la température de 1000 degrés Celsius et une profondeur à 100 km, cette fusion n'est possible que grâce à l'apport d'eau, c'est-à-dire si la péridotite est hydratée. L'eau provient essentiellement, comme vous voyez sur le schéma, de la déshydratation des minéraux, des roches, de la plaque plongeante. Parce que au cours de la subduction de la plaque océanique, des transformations qu'on appelle des transformations métamorphiques transforment les roches de la plaque plongeante, comme vous voyez sur le schéma, R1 en une roche R2 et R2 se transforme en une roche R3. Et lors de cette transformation, qui est due essentiellement au changement des conditions de pression ou des températures auxquelles sont soumises les roches lors de leur subduction, libère l'eau piégée dans les minéraux. Cette eau, à une centaine de kilomètres de profondeur, va permettre la fusion partielle de la péridotite hydratée. Le magma formé, il s'infiltre dans les fissures, dans les zones de moindre résistance, et comme il est chaud, moins dense que le matériel froid et non fondu qui l'entoure, le magma a tendance à se diriger vers la surface. En chemin, il peut être bloqué par des zones relativement étanches et s'accumuler dans des grosses poches magmatiques. Et dans ce cas, il va se refroidir très lentement et donner naissance à des roches magmatiques entièrement cristallisées, présentant, comme vous le savez déjà, des gros cristaux jointifs, type granit ouidique. On parle de roches magmatiques plutoniques. Mais parfois, si aucun obstacle n'entrave la remontée magmatique, donc la lave atteint la surface et refroidit rapidement, donnant naissance à des roches magmatiques type andésite ou rhyolite, et on parle dans ce cas-là de roches magmatiques volcaniques.